Madagascar est connu pour sa biodiversité unique au monde, ses lémuriens et ses baobabs. Mais Madagascar possède aussi de nombreuses richesses agricoles, certaines connues comme la vanille et le litchi, et d'autres méconnues comme le cacao et surtout le girofle. Pourtant, Madagascar occupe une place prépondérante sur le marché international de cette épice. En effet, la Grande Île est le deuxième producteur mondial et le premier exportateur de clous de girofle, mais aussi d'essence de girofle. Le girofle est, à Madagascar, une culture de rente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas destinée à être consommée par les producteurs, mais à être vendue sur le marché international. Le giroflier est un arbre cousin de l'eucalyptus. Il est originaire d'Indonésie et plus précisément de petites îles de l'archipel des Moluques. Introduit à Madagascar il y a un peu moins de 2 siècles, sa culture s'y est très rapidement développée. Voici l'histoire de cette épice qui a traversé les siècles et les continents pour devenir un fleuron de l'agriculture malgache. Depuis l'Antiquité, marchands arabes ou chinois ont fait commerce du girofle tout en prenant grand soin d'en cacher l'origine, car très tôt il fut considéré comme un produit rare qui apporte richesse à celui qui le détient et suscite la convoitise des autres. L'histoire moderne du girofle commence au XVIe siècle avec la conquête des Moluques par les Portugais, puis les Hollandais, qui ont déployé des moyens énormes et brutaux pour protéger leur monopole sur le commerce de cette épice. Mais ils ne prirent pas assez de précautions car, grâce à l'acharnement d'un botaniste, agronome et missionnaire au nom prédestiné, Pierre Poivre, une expédition française réussit, en 1770, à voler aux Hollandais les premiers plants vivants de girofle et à les acclimater dans les colonies françaises de l'océan Indien, et en particulier sur l'île de France, l'actuelle île Maurice. En 1827, les premiers girofliers sont plantés à Madagascar, sur la petite île de Sainte-Marie. Ils sont sans doute à l'origine de la giroflière malgache actuelle. Au tournant du XXe siècle, sur l'impulsion du pouvoir colonial français, la culture du giroflier se développe rapidement dans la région de Fénéry-Vest, au nord du grand port de Tamatave. Toute cette zone devint alors le pays du clou de girofle. Les Malgaches baptisèrent d'ailleurs cette région Analanziruf, qui veut dire forêt de girofliers. C'est vers les années 1900 que mon grand-père a ramené de Sainte-Marie les premiers plants de girofliers. Ils ont été les premiers à en planter, car à cette époque, il n'y en avait pas encore dans la région. Lui et ses amis ne se sont jamais arrêtés d'en planter. Mon grand-père a dû avoir environ 1000 pieds. Le giroflier se développe dans un environnement de basse altitude, dans un climat chaud et humide.
Il s'adapte bien à des sols pauvres. Il ne nécessite que très peu d'entretien et représente une source de revenus importante pour les agriculteurs. C'est pourquoi, à partir des années 1920, de nombreux paysans se sont rapidement appropriés cette culture. Actuellement, on dénombre sur la grande île plus de 31 000 producteurs de clous de girofle qui ont chacun entre 10 et 1000 pieds de giroflier. Certaines parcelles sont plantées exclusivement de girofliers, parfois associées à un pâturage ou à une culture de riz, de maïs ou de manioc. Mais le plus souvent, les producteurs associent leurs girofliers à d'autres plantes utiles dans des systèmes agroforestiers complexes où l'on trouve à la fois des arbres fruitiers comme des manguiers, des litchis, des arbres à pain, des jacquiers et des papayers, mais aussi des caféiers, des poivriers, des ananas ou de la vanille. D'un point de vue botanique, le clou de girofle est le bouton floral du giroflier qui doit être impérativement récolté avant l'ouverture de la fleur. Si le bouton est récolté après floraison, le clou est de moindre qualité. C'est ce qu'on appelle le clou sans tête. Le clou doit être récolté uniquement quand le bouton est rose. Ce stade de maturité est éphémère et la récolte ne peut se faire que manuellement. Au moment de la maturité, entre octobre et décembre, les équipes de cueilleurs promènent leurs échelles de bambou d'arbre en arbre. Minutieusement, avec dextérité, ils récoltent les clous par petites grappes qu'on appelle des griffes. Mais le girofle présente une particularité contrariante pour les producteurs. Sa production est très variable d'une année à l'autre, sans que l'on arrive à expliquer les causes de ces variations. C'est l'objet de la recherche de Joyce, une jeune ingénieure agronome malgache. On ne sait jamais quand est-ce que ce sera une bonne production ou une mauvaise production. Et l'objet des recherches que j'effectue en ce moment, c'est de déterminer d'abord comment prévoir la récolte d'une année et ensuite comment assurer une stabilité à la production de girofliers. Le rendement du giroflier est contrôlé par un ensemble de facteurs complexes. Mais il y a un indicateur précoce assez simple que les producteurs scrutent avec attention. C'est l'apparition des minuscules boutons floraux. Dès le mois d'avril, quand les griffes et les clous apparaissent, je peux déjà évaluer la production de mes girofliers. Mais s'il pleut beaucoup ou s'il y a un cyclone, les griffes peuvent s'abîmer. Par contre, s'il pleut normalement, on peut espérer avoir une bonne récolte. Mais cet indicateur n'est pas fiable à 100%. Quand on plante un giroflier, il faut attendre environ 7 ans pour récolter les premiers clous. Et les bonnes récoltes viendront seulement quand ils auront 15 ans. Les producteurs qui ont de nombreux girofliers doivent faire appel à beaucoup de main-d'œuvre familiale ou salariée. Chaque jour, les propriétaires paient leurs ouvriers, parfois avec de l'argent, mais souvent en nature, avec des clous, fruits de la récolte du jour. Plus la récolte est bonne, plus la besace des ouvriers sera lourde. Ce travail est rémunérateur pour les journaliers, d'autant plus que la période de maturité des clous est aussi celle des litchis. Le litchi est l'autre grande ressource de la région et sa récolte exige aussi beaucoup de main-d'œuvre. Les travailleurs journaliers sont donc amplement sollicités de novembre à janvier. En fin de journée, les griffes sont ramenées au village. Toute la famille est alors réquisitionnée pour séparer les clous des griffes. C'est le dégriffage.
Cette étape doit se faire immédiatement après la récolte d'un geste précis et répétitif. Ensuite, les clous sont mis à sécher au soleil. C'est pendant le séchage, qui dure 3 à 5 jours, que les clous de girofle acquièrent leur qualité d'épice. Voilà les différentes étapes de séchage du girofle. Là, on voit nettement le brunissement et après la diminution de volume du girofle. La tête reste toujours collée au clou. Or, durant la saison de collecte des clous, la saison des pluies est à son apogée. Et bien souvent, des averses aussi inattendues que brutales perturbent le séchage des clous qu'il faut de toute urgence mettre à l'abri pour qu'ils conservent toute leur qualité et donc leur valeur. Une fois le soleil revenu, les clous sont remis à sécher. Cependant, la pluie n'est pas la seule ennemie du giroflier. Les paysans craignent particulièrement la chenille d'un papillon que les Malgaches appellent andrich. Cette chenille creuse des galeries dans les branches et les troncs des girofliers, ce qui entraîne la mort de toutes les parties minées. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement à ce fléau. Et les producteurs n'ont comme seul recours que d'amputer leurs arbres des parties infectées. L'autre ennemi des girofliers est le cyclone. Or, la côte est de Madagascar est parmi les grandes zones cycloniques de la planète. Alors, pour diminuer les risques, les producteurs étêtent régulièrement la cime de leurs girofliers afin de réduire la prise au vent. Cette pratique présente 2 autres avantages. Le premier est de rendre la cueillette des clous plus facile, car en les taillant régulièrement, les girofliers restent de petite taille, facilement accessibles. Le second avantage est que la taille fournit régulièrement des rameaux feuillés issus de l'élagage qui sont utilisés ensuite pour produire de l'essence de girofle. Car le giroflier recèle aussi un autre produit à haute valeur commerciale, l'essence de girofle, qu'on obtient par distillation des feuilles, des griffes ou des clous. Sa production est l'objet d'études de Rindr, lui aussi jeune ingénieur agronome. Pour produire de l'huile essentielle de girofle avec un alambic, il faut bien entendu des feuilles de girofle, mais aussi du bois de chauffe et de l'eau courante. Toutes ces matières premières doivent être rassemblées à proximité de l'alambic. Le bois qui alimente le feu pour mettre sous pression l'alambic provient des forêts aux alentours. L'eau provient de nombreux ruisseaux qui parcourent la région. Elle est acheminée à l'alambic par des réseaux de canalisation en bambou. Le débit d'eau nécessaire à la distillation doit être constant pour faire fonctionner correctement le système de réfrigération de l'alambic. La région Analandsruf compte probablement plusieurs milliers d'alambics que Rindr est aussi chargé d'inventorier. Dans la plus petite commune des environs, qui fait à peu près 90 km², il y a moins 130 alambics en activité. Moi, je n'ai pas d'alambic, et pour pouvoir produire de l'huile essentielle, il faut que j'en loue. Je dois donner 1 litre de ma production d'huile essentielle pour payer la location. Pour distiller 4 litres d'huile essentielle, il faut que je prépare 14 paquets de feuilles de girofle et 400 kg de bois de chauffe qui vont me coûter 10 000 ariars.
La cuisson dure plus de 12 heures et je n'ai pas une minute de repos pendant tout ce temps. Une fois l'huile essentielle produite, elle est sommairement décantée et conditionnée dans des bidons de récupération qui serviront à son transport. Mais la production d'essence de girofle peut avoir un effet négatif sur l'environnement, car elle impose une consommation de bois importante et donc une déforestation. Même si une partie du combustible est fournie par le bois des girofliers réformés ou par des arbres de plantation comme par exemple l'eucalyptus. Dans la région, c'est de plus en plus difficile de trouver du bois de chauffe car la déforestation s'est amplifiée. Les producteurs se sont mis à couper d'autres arbres comme le jacquier, l'albizia ou le glycidia qui ne sont pourtant pas utilisés comme bois de chauffe habituellement. Tous ces grands arbres sont en train de disparaître. Face à la raréfaction du combustible, les propriétaires doivent déplacer de plus en plus souvent leurs alambics à la recherche de ressources ligneuses. Pourtant, la production d'huile essentielle de girofle a un double avantage. Elle est très rémunératrice et, contrairement à la collecte des clous, peut être pratiquée toute l'année. C'est une source de revenus essentielle pour les ménages, qui leur permet d'acheter du riz si leur production n'est pas suffisante pour nourrir la famille ou de répondre à un besoin imprévu et urgent en argent liquide. La dernière fois que j'ai été malade, j'ai dû aller chez le docteur. Il a fallu de l'argent pour payer les médicaments de mon traitement. Mon père a dû produire de l'essence de girofle qu'il a ensuite vendue au village. C'est grâce à la culture de girofle que j'ai pu subvenir aux besoins quotidiens de ma famille. En 2011, mes conditions de vie se sont nettement améliorées, car la récolte a été exceptionnelle. On a fait 25 sacs de clous secs, ce qui fait plus d'une tonne de girofle. Et j'ai aussi vendu 32 litres d'huile essentielle, ce qui m'a rapporté pas mal d'argent. Et grâce à tout ça, j'ai pu réhabiliter ma maison, acheter une télévision, un lecteur DVD et même un téléphone portable. Les zones giroflières sont souvent enclavées. Elles sont desservies par des pistes chaotiques et ne sont accessibles qu'à pied ou à vélo. Emprisonnés dans cet environnement luxuriant mais contraignant, les producteurs vendent leur production à des collecteurs de proximité qui sont également les boutiquiers des villages. J'achète les clous de girofle directement aux producteurs du village. Les paysans se déplacent dans mon magasin pour me vendre leur production. Je n'ai pas de grand stock et je ne veux pas en faire parce que le prix des clous de girofle n'est jamais stable. Par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté le kilo de clous à 20 000 lariars. Mais dans 2 mois, il peut descendre à 17 ou 18 000. C'est en fonction de la saison. Les prix varient énormément. Ensuite, les collecteurs viennent souvent chez moi, en 4x4, de Fénérives ou d'autres villes, pour m'acheter tous mes sacs de girofle.
Du paysan producteur à l'exportateur de Tamatave, les clous et l'essence de girofle passent entre les mains de 2 ou 3 intermédiaires en fonction de l'enclavement des zones de production. Pour 31 000 producteurs de clous et d'huile essentielle, il n'existe que 30 grands exportateurs de girofle à Madagascar. Dans l'agence de Tamatave, nous faisons l'achat avec nos collecteurs que nous recevons dans notre magasin. Donc on a nos collecteurs dans chaque région, à Marontet, à Manana, à Fénérive. Donc ils sont 6 qui peuvent nous donner, chaque collecteur peut nous donner 50 à 60 tonnes par semaine. Oui, parce que si c'est de la bonne collecte, bonne production dans la région, on fait à peu près dans les 2000 tonnes, facilement. Oui. Et qu'on traite et puis on exporte après. Afin de maintenir la place de Madagascar en tant que premier exportateur mondial de girofle, ces opérateurs doivent s'assurer d'une qualité irréprochable de leurs produits. Une chaîne de triage est mise en place afin de répondre aux exigences des cahiers des charges rigoureux des importateurs étrangers. Un premier tri est donc effectué par des trieuses mécaniques pour sélectionner les clous de qualité supérieure. Il passe ensuite entre les mains expertes de plusieurs centaines de femmes afin d'éliminer toutes impuretés. Les clous sont ensuite mis en sac, prêts pour l'exportation. On pourrait croire que le marché mondial du girofle est celui des épices, car le clou est utilisé dans de nombreuses cuisines du monde, de la choucroute alsacienne aux currys indiens. Mais ce n'est pas le cas. En fait, la grande majorité des clous de girofle, produits à Madagascar, partent en fumée dans les rues de Jakarta. Une fois exportés vers Singapour puis l'Indonésie, les clous sont incorporés dans des cigarettes traditionnelles, les kretek, faites d'un mélange de tabac et de girofle. L'huile essentielle de girofle produite à Madagascar est, elle aussi, exportée en grande quantité vers l'Indonésie pour en extraire une molécule précieuse, l'eugénol. L'eugénol est une base largement demandée par l'industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique. Par exemple, la vanilline, l'arôme de vanille, est synthétisé à partir de l'eugénol de girofle. Source de revenus pour les producteurs locaux, le girofle est aussi une ressource importante de l'État malgache. Le girofle est un des produits agricoles qui contribue beaucoup à l'équilibre de la balance commerciale du pays. Et c'est un des rares produits, je dirais, d'exportation générateur de devises, avec 15 000 tonnes à peu près par an. Ces performances peuvent être améliorées en gardant, je dirais, la qualité, en respectant les normes internationales ou celles exigées par le marché extérieur, professionnaliser les opérateurs et en créant bien évidemment des groupements. Et à partir de là, on peut doubler la quantité exportée. Bien évidemment, donc on peut doubler par la même occasion la valeur ajoutée pour le pays et pour les exportateurs. Mais aujourd'hui, la giroflière malgache est menacée. Elle est vieillissante et subit les ravages de cette chenille et des cyclones. Les arbres sont usés, estropiés par trop d'élagage. Et les générations précédentes de paysans semblent avoir négligé d'assurer le renouvellement des plantations de cet arbre si précieux. Aujourd'hui, je peux dire que les pieds de giroflier de ma famille sont vieux, car ils ont été plantés par mes grands-parents. Maintenant, on peut encore en vivre. Par contre, ce sera plus difficile pour mes enfants et mes petits-enfants. C'est pourquoi aujourd'hui j'en plante.
Et c'est un héritage que je lèguerai à mes enfants et aux générations futures.